Hey, salut tout le monde! Hey, on apprend à tous les jours dans ce procès-là qui, évidemment, qui met en cause Xbox sur le rachat de Activision Blizzard. On pourrait l'appeler le rachat du siècle parce que c'est quand même 67 milliards de dollars qui est en jeu là-dessus. On s'entend. Puis Jim Ryan, le président de PlayStation, a témoigné aujourd'hui encore et il a déclaré ceci. D'après Jim Ryan, le président de PlayStation, certains éditeurs de jeux vidéo n'apprécient pas le Game Pass. C'est très fort possible. De toute façon, c'est pas tout le monde qui aime le Game Pass, soit dit en passant. Il y en a qui aiment, qui adorent, il y en a d'autres qui détestent. Moi, personnellement, je suis un peu nerd de ce côté-là. Je préfère posséder mes jeux en version physique. Moi, c'est mon. C'est moi. C'est mon. Moi, le Game Pass, c'est pas pour moi. Honnêtement, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je préfère acheter mes jeux en version physique. Puis, de toute façon, chez GameStop, mais j'ai quand même une bonne garantie avec ma carte de membre. J'ai 10 jours d'essai pour essayer le jeu. Puis, si dans ces 10 jours d'essai-là, j'aime pas le jeu, mais il me rembourse en totalité en crédit de magasin, mais il me rembourse en crédit de magasin. Fait que je peux mettre ça sur une autre précommande que j'ai en cours de route. Fait que moi, pour moi, le Game Pass, c'est pas pour moi pour le moment. Dans son témoignage diffusé lors du troisième jour du procès qui oppose la FTC, ça c'est le bureau concurrentiel aux États-Unis, à Microsoft, le PTG de Sony Interactive a déclaré que les éditeurs n'apprécient pas le service d'abonnement de Microsoft qui impacterait énormément les jeux. Là, on va mettre une nuance. On parle d'éditeurs. On parle pas de développeurs. Il y a une bonne nuance là-dessus. Les éditeurs, c'est ceux qui publient le jeu. C'est pas nécessairement ceux qui le développent non plus. On s'entend là-dessus. On pourrait parler de Square Enix qui est un éditeur de jeux. Capcom est plutôt aussi un éditeur puis développeur parce que Capcom développe aussi beaucoup ses propres jeux comme Exoprimal, qui est un exemple. Il le développe puis il va l'éditer. Ouais. Faut faire une petite nuance. C'est pas le développeur qui vise Jim Ryan. Ce sont les éditeurs, ça, apparemment. Tout cela, juste avant cela, Jim Ryan a affirmé que le Game Pass ne serait pas rentable pour Microsoft. Le modèle économique du Game Pass fait face à quelques problèmes et Microsoft a l'air de perdre beaucoup d'argent à cause de ça, affirme-t-il. Bon, moi, je peux pas dire si Microsoft perd énormément d'argent, mais en tout cas, je sais qu'il y a des millions de personnes qui sont abonnées à ce service-là quand même. C'est quand même pas négligeable non plus, là. Fait que Microsoft n'a pas souhaité répondre directement aux affirmations du responsable de PlayStation. La compagnie a remis en avant un article du blog Xbox Wire dans lequel il est expliqué que chaque jeu à destination du Game Pass annoncé lors du Xbox Game Showcase vient d'un développeur qui a déjà sorti un jeu sur le service d'abonnement. OK, quand même. Phil Spencer, responsable de Xbox, a opté pour une approche plus transparente en abordant le sujet de la rentabilité et de la durabilité du Game Pass. Dans une interview accordée à Axio l'année dernière, Phil Spencer expliquait que le service d'abonnement est bien rentable. Moi d'après moi, il est bien rentable. Moi, c'est sûr qui est rentable. Il est allé jusqu'à qualifier le Game Pass de service très très durable. OK. C'est fort possible aussi que ce soit un service très très durable. Seul l'avenir va nous le dire parce que le Game Pass est quand même relativement jeune. Ça fait pas 10 ans qu'il existe encore. Simultanément, la CMA, l'autorité britannique de la concurrence des marchés, qui est un peu l'équivalent de la FTC mais en Angleterre, partagerait des informations qui confirmeraient ce qu'affirme aujourd'hui le responsable de PlayStation. Hmm. Ça veut dire que la CMA a des preuves comme quoi que le Game Pass n'est pas si rentable que ça. Hmm.
C'est fort pas ça, c'est quand même très intéressant quand même. Microsoft avait mené une enquête interne qui indiquait que le Game Pass cannibalise les ventes de jeux. Oui, ça, je suis d'accord sur ce point-là. Parce que on paye, ben là, il a augmenté le prix. Mais l'ancien prix était de 89 et 99 par année pour un abonnement au Game Pass. Et c'est vrai que ça doit cannibaliser certaines ventes les ventes de jeux. Oui et non, parce que le Game Pass, c'est comme un club un club vidéo géant, si on pourrait dire ça comme ça. C'est un centre de location de jeux. C'est un club vidéo pour moi, géant, virtuel. Mais par exemple, le Game Pass, il y a un avantage. Si mettons qu'il y a un jeu qui t'intéresse, mais que t'es pas sûr d'aimer ça, ça te permet de l'acheter sur le Game Pass. Ben, de l'essayer plutôt sur le Game Pass. Puis ça, finalement, t'embarques. Tu décides d'aller l'acheter en version physique. Ça a cet avantage-là. Mais faut pas oublier une chose. C'est que le Game Pass, c'est un centre de location de jeux vidéo. Les jeux nous appartiennent pas quand on joue avec le Game Pass. C'est du cloud gaming, du streaming gaming. C'est ce genre de choses-là. C'est exactement ça. On pourrait dire que c'est un club de location de jeux vidéo géant. C'est tout ce que c'est le Game Pass présentement. Fait que j'ai parlé à tous les éditeurs, ils sont unanimes, ils n'aiment pas le Game Pass. Bon, ok, tous les éditeurs, bon, on pourrait savoir à combien d'éditeurs que Jim Ryan a parlé pour affirmer ça. Parce que s'il a parlé à 2-3 éditeurs, c'est rien là. De ce côté-là. La stratégie adoptée par les services d'abonnement de Microsoft et Sony sont assez différentes. Ouais, Sony n'a pas suivi la tendance du Game Pass de Microsoft. Là où Xbox choisit de rendre certains jeux disponibles sur le Game Pass dès leur lancement. Oui, leurs exclusivités à Microsoft, oui, ils sont disponibles, qu'on appelle Day One sur le Game Pass, mais c'est une infime portion de jeux triple A qui sont disponibles lors du lancement. Ben, lors du lancement. C'est une minorité de jeux qui sortent Day One sur le euh, Game Pass parce que Activision n'a jamais sorti de jeu Day One sur le Game Pass. Take-Two non plus n'a jamais sorti de jeu Day One sur le Game Pass. Ubisoft n'a sorti aucun jeu Day One sur le Game Pass. On parle de gros titres, évidemment, de jeux AAA. Street Fighter 6, je suis allé voir moi-même. Je ne suis pas abonné au Game Pass, mais on peut aller voir. Il n'est pas disponible sur le Game Pass, Street Fighter 6. Il n'a pas été disponible Day One sur le Game Pass. Même chose pour Elden Ring. Elden Ring n'a pas été Day One sur le Game Pass. Diablo 4 n'a pas été Day One sur le Game Pass. Et j'en passe, je pourrais nommer une méga liste de ce côté-là. Fait que, tu sais, c'est pas tout à fait vrai que tous les jeux, que tous les gros titres sortent Day One sur le Game Pass. Non, non, non. Les grosses exclusivités de Microsoft, oui. Je le sais. Forza Horizon, les Halo étaient disponibles, les Gears of War étaient disponibles Day One sur le Game Pass, mais ça, c'est leur exclusivité à eux autres. Les exclusivités Xbox sortent Day One sur le Game Pass. C'est un peu logique, dans le fond, c'est leur exclusivité. Mais pour le reste, c'est une infime minorité de jeux AAA de d'autres éditeurs qui sortent Day One sur le Game Pass. Quand même. Ouais. Sony patiente davantage pour rendre les jeux développés par le studio PlayStation sur le PlayStation Plus. Horizon Forbidden West avait pris un an à arriver sur le service. Ouais, il n'est pas sorti Day One sur le service PlayStation Plus Horizon Forbidden West. Ça a pris un an. Ça, je trouve ça logique aussi, honnêtement. Plus tôt dans le mois de juin, Nick McGuire, vice-président des services d'abonnement Sony, indiquait que la compagnie ne modifierait pas son approche pour reproduire
celle de Xbox et de son Game Pass. Malgré la hausse des prix des jeux, d'après lui, la stratégie actuelle de PlayStation fonctionne. Bah oui, c'est sûr qu'elle fonctionne. PlayStation est au premier rang. En même temps, c'est sûr que ça fonctionne. Là. Strauss Zelnick, le PDG de Tech2, tu vois, j'en ai parlé, n'est pas très convaincu que par le Game Pass non plus. En novembre, lors d'une conférence adressée aux investisseurs de Tech2, Strauss Zelnick faisait part de ses appréhensions concernant la sortie Game Pass Day One Xbox. Je trouve toujours que ça n'a aucun sens. Moi non plus, je trouve que ça n'a pas vraiment aucun sens de tout sortir les jeux. Mettons de tout mettre les jeux Day One sur le Game Pass de Xbox. quand même, excusez. J'ai l'impression que les gens commencent à comprendre que ça n'a aucun sens. Expliquait-il. Voyons. Non, non, excusez. Ça prive les éditeurs d'opportunités. Oui. Opportunités de vendre. Je ne veux pas parler pour mon ami Phil Spencer, mais nos opinions ne changeront pas. Bon, c'est assez clair. Si Phil Spencer affirmait que le service est rentable, Microsoft a pourtant annoncé une légère hausse du prix du Game Pass. Et du, et du Game Pass. Voyons, j'ai vraiment quelque chose de comme de coincé, c'est fou. C'est rare que ça m'arrive. Et du Game Pass Ultimate. C'est vrai. Quelques jours avant le début du procès, à partir du 6 juillet, le Game Pass sur console coûtera 10,99€ au lieu de 9,99€. Je traduirais peut-être pas ça en, en argent canadien si ça vous dérange pas. Tandis que le Game Pass Ultimate coûtera 14,99€ au lieu de 12,99€. Il y a deux raisons pour qu'on augmenterait le prix. Soit parce que oui, c'est pas rentable, ou c'est parce que le monde, c'est rentable et le monde sont prêts à encaisser une hausse du prix aussi. C'est comme Netflix. Netflix, combien de fois ils ont augmenté leur prix? Ils ont eu des désabonnements, puis il y a eu d'autres mondes qui sont abonnés au service Netflix malgré la hausse de tarifs. Ça peut être un peu la même chose de ce côté-là. Le témoignage de Jim Ryan s'inscrit dans la liste des témoignages importants du procès qui oppose toujours la Commission fédérale du commerce des États-Unis, c'est ça, le bureau de la concurrence, on pourrait dire ça comme ça, à Microsoft. Le premier jour du procès a été plein de rebondissements, le second jour bien plus calme. Ouais, c'est vrai. Microsoft a fait part de son intention de s'élancer sur le marché du gaming mobile. Ouais, tout ce qui est jeux sur téléphone cellulaire. Personnellement, les jeux sur cellulaire, c'est pas ce qui m'intéresse non plus le plus. Euh, Vraiment pas. Il y en a qui capotent là-dessus. Moi, c'est tout le contraire. Avant le troisième jour du procès, des informations ont été révélées à propos de développeurs que Microsoft aurait voulu acquérir. Ouais. Ce mardi, 27, Jim Ryan s'est exprimé lors d'un témoignage de plus d'une heure. Il a notamment abordé le cas de l'exclusivité Starfield. Hmm. Ouais, on sait que j'en ai parlé dans le vidéo précédent de Starfield que Jim Ryan ne voyait pas ça comme anticoncurrentiel, mais d'après moi, il voit ça anticoncurrentiel. Pour la simple et bonne raison que avant que Bethesda soit racheté par Microsoft, par Xbox, Starfield était supposé de sortir sur Xbox Series X et PlayStation. Et sur PlayStation. Et ça sera pas le cas pour ce jeu-là. Ça sera pas le cas non plus pour Elder Scrolls 6 aussi, qui est supposé de sortir d'ici peut-être quelques années de ce côté-là. Mais dans le dernier vidéo, il avait parlé ouais, de l'exclusivité. Voyons. De l'exclusivité Starfield. Moi, je vois pas ça non plus comme anticoncurrentiel tant que ça. C'est des choses qui arrivent. Ça a été racheté. La personne qui a racheté le studio, la compagnie qui a racheté le studio peut faire ce qu'ils veulent. S'ils décident de dire, ah, mais ça va.
c'est une exclusivité Xbox, mais ça va être une exclusivité Xbox. Puis comme j'ai dit, Xbox a besoin d'exclusivité aussi, soit dit en passant. Fait que j'ai hâte de voir les prochaines nouvelles de demain, probablement, sur ce procès-là. Parce que vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ça joue très dur. Hein. C'est assez fou. Puis je pense que Jim Ryan a peut-être un petit peu exagéré sur les sorties Day One des titres AAA sur le Game Pass. Parce qu'il y a beaucoup plus de titres AA qui sortent Day One sur Game Pass. Et ça, c'est très normal parce qu'il y a des petites compagnies de jeux qui veulent se faire une visibilité aussi de ce côté-là. Ils veulent se faire une visibilité. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait humble pour eux autres. Mais les gros titres AAA, c'est une minorité qui sort Day One sur le Game Pass. Fait que là-dessus, Jim Ryan, je sais pas ce qu'il a voulu faire comme coup d'éclat, mais je dirais que il s'est un petit peu plus. Il s'est un petit peu planté de ce côté-là. Et le service détruirait la valeur des jeux des éditeurs en question. Moi, je serais curieux de savoir en nombre de copies qu'ils vendent les gros éditeurs pour les AAA. Je serais curieux de savoir. Il faudrait que je trouve, mettons, Street Fighter 6, exemple, puis aussi trouver le nombre de copies vendues aussi pour Elden Ring. Ça serait intéressant de savoir combien de copies qui se sont vendues, mettons, de ces deux jeux-là, versus à ceux qui jouent sur le Game Pass. Puis pour finir, le Game Pass, par exemple, pour moi, je vois ça d'une autre manière. C'est que ça permet à Xbox d'avoir un coussin, genre. Autrement dit, le Game Pass, ça serait peut-être une manière aussi de financer le développement jeux, de certains jeux dans les studios qui appartiennent à Microsoft, à Xbox. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Puis ça, c'est vrai, ça lui fait un petit coussin, puis comme ça, ça finance le développement de nos jeux dans nos studios. Moi, je vois ça comme ça aussi, un peu le Xbox Game Pass. Parce que dans le fond, c'est pas plus fou, là, de financer le développement de jeux vidéo dans leur studio de cette façon-là. Ok, ils ont beaucoup d'argent, mais ça leur permet d'en accumuler pareil avec ce service-là. Faut peut-être pas négliger ce point-là non plus. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.